Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir rejoint cette masterclass sur le capital investissement à la conquête des Français. Je suis Gorka Gonzalez, responsable de l'activité retail au sein de BPI France. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raja Mekwar. Raja, merci d'être venu à l'Accor Arena. Alors Raja est au cœur de l'industrie de private equity depuis plus de 20 ans. Co-investisseur, créatrice de plusieurs club deals, mais également gestionnaire et conseillère stratégique. Elle a de multiples expériences qui démontrent son historique de performance, ou track record, comme on dit en anglais, dans le monde du capital investissement. Tu as été CEO du LPEA, donc l'association luxembourgeoise du private equity et du venture capital, et tu es fondatrice et dirigeante de Calista Direct Investor, conseil indépendant, spécialisé dans l'accès aux opportunités dans le capital investissement et accompagnement des family office dans cette classe d'actifs. Pour toi, le private equity ou le capital investissement français est un moyen de soutenir le développement et la croissance des entrepreneurs en les finançant notamment avec du capital familial. Donc voilà, tu es une passionnée du PE et aujourd'hui, tu es venu un peu démystifier la classe d'actifs et démontrer son lien avec l'économie réelle. Raja, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Si tu as oublié quelque chose, on va sûrement avoir l'occasion d'en parler. Merci Gorka, je suis ravie toujours de parler de la vertu et de la raison d'être complètement légitime du private equity. Donc je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble aujourd'hui pour parler de l'attrait du private equity pour le plus grand nombre. Bon, en plus, un petit secret, on se connaît depuis 4-5 ans. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur plusieurs projets et interventions sur toujours la même thématique, comment faciliter l'accès à cette classe d'actifs qui est plutôt performante. Donc voilà, je vous propose, si ça vous convient, on va avoir un échange avec Raja, un échange qui se veut ouvert, simple pour démystifier la classe d'actifs. Et puis il y aura un question-réponse via le chat en ligne, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de tabou à nous poser toutes vos questions, elles seront bienvenues. Donc peut-être pour poser le décor et avant de te passer la parole sur qu'est-ce que c'est le capital investissement, peut-être quelques chiffres, parce qu'on parle beaucoup de capital investissement, de private equity, mais réellement, est-ce que c'est très grand, c'est très gros dans le monde de la finance? Il y a une projection, à 2025, c'est à peu près 9 trillions, ce qui correspond à un peu moins de 10% des capitalisations boursières mondiales. Donc c'est un peu moins de 10% de ce qu'on peut acheter sur les marchés cotés. En termes de performance, parce si on parle beaucoup de capital investissement, c'est bien évidemment à cause du rendement de cette classe d'actifs. On voit que sur les dernières 15 années, en performance annualisée, on est à peu près à 12% de performance nette. Et même l'immobilier, on va dire que les Français, on aime bien la brique. L'immobilier, quand on regarde sur la même période, a performé à peu près 7%. Et le CAC 40, qui est l'indice de référence de la place parisienne, a performé en annualisé 6%. Donc peut-être, pour lancer le débat, Raja, qu'est-ce que c'est vraiment le capital investissement ? Merci Gorka. Juste une précision, les chiffres que tu annonces, donc tu dis 9 trilliards en 2025, aujourd'hui c'est un peu moins de la moitié. Et puis après, selon qu'on inclut justement l'immobilier ou les hedge funds, comme on dit, je crois que le private equity ou les marchés privés ne représentent que 6% en fait de ce qui se passe aujourd'hui en bourse. Donc c'est dire que même si la croissance est forte, c'est encore petit. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on est là aujourd'hui, pour essayer d'expliquer que ce n'est pas un marché qui est ouvert à tous. J'aimerais aussi préciser, là tu parles des chiffres globaux et en termes donc d'actifs sous gestion, comme on dit dans notre jargon, ou de masse qui existe dans cette industrie. Moi, j'aime bien approcher le private equity par l'angle emploi et création d'emplois surtout, parce que je dis toujours le private equity, c'est l'économie réelle. Et pour cela, avant de revenir sur la définition, j'aimerais dire que j'ai regardé les statistiques officielles et on parle aujourd'hui à l'échelle européenne, et j'aimerais aussi aujourd'hui apporter un éclairage au-delà de la France au niveau de l'Europe, voire du monde, mais restons d'abord sur l'Europe. On parle d'à peu près 10 millions d'emplois générés ou occupés aujourd'hui par les entreprises qui sont financées par le private equity. En France,
je crois que c'est à peu près 1,5 million d'emplois. Donc je crois qu'en tout cas à l'échelle européenne, c'est un peu plus de 4% de la population active, donc c'est pas rien. Et qu'est-ce que c'est représenté tout cela par à peu près 9000 fonds d'investissement dans le monde. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons filtres. Alors j'aime bien le mot anglais private equity parce que ça dit plus la nature de l'industrie que capital investissement, parce que private en fait c'est l'opposé de public. Et donc, quand on dit public markets ou private markets, justement, le private equity, le capital investissement, c'est le fait d'investir et de soutenir des entreprises non cotées en bourse. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que le nombre de sociétés cotées en bourse a énormément chuté depuis une vingtaine d'années. De plus en plus de sociétés font le choix de rester privées. Alors, il y a plein de raisons à cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces fonds sont importants pour financer l'économie réelle. Après, le private equity, c'est plein de choses. Alors, certains d'entre nous connaissent plus les jeunes pousses, les startups comme on dit, d'autres plus des sociétés établies. Et le private equity, selon les stratégies qui sont adoptées par les gérants, s'adresse à toutes sortes de maturités pour ce qui concerne le stade de développement de ces entreprises. Mais ce qui est important, c'est de se dire que tout le long de la vie de l'investissement, la boîte reste dans le cadre privé non coté en bourse. Et à la fin du fin, quand le gestionnaire va vouloir réaliser sa création de valeur, soit il va justement mettre la société en bourse pour en sortir partiellement ou totalement, soit il va la revendre à un autre acteur du marché ou à un tiers. Donc, en fait, le private equity, c'est un moyen de financement, de soutien et de croissance à des entreprises de toute taille avec des besoins différents. Et la partie la plus émergée de l'iceberg aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le LBO, ou en français, donc je crois que c'est opération à levier. Ce sont les boîtes les plus mûres qui reçoivent du financement bancaire aussi, donc de la dette, pour pouvoir être achetées par ces gestionnaires. Et c'est vrai que quand on regarde les statistiques, le LBO représente en valeur plus de 2/3 du marché. Mais, et moi c'est ce qui me passionne dans le private equity, 80% des sociétés financées par le private equity restent des petites boîtes, des PME, et on sait dans notre économie européenne et en France encore plus que c'est ce qui constitue le tissu le plus important de l'économie. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister aujourd'hui, au-delà des grosses opérations qui font malheureusement trop souvent les titres des journaux et pas de manière la plus bienveillante. Mais pour moi, le private equity, c'est financer des entreprises sans lesquelles leurs moyens sont très limités et qui n'ont pas toujours accès non plus à l'emprunt bancaire ou qui veulent tout simplement pas s'endetter. Et puis on pourra parler peut-être un peu plus loin, je ne sais pas le déroulé exact, mais du fait que souvent les fonds de private equity sont eux-mêmes financés par des familles et des entrepreneurs qui ont vu et vécu une histoire de développement de leur propre société. Donc tout ça c'est très vertueux et c'est la beauté de l'industrie. Merci Raja. On sent qu'il y a un fil conducteur, entrepreneur, capital privé, voire familial. Tu as parlé effectivement de toutes ces PME ETI qui représentent en France globalement 90% des emplois si on compare aux côtés. On va essayer de faire quelque chose dans cette séance et utiliser le moins possible les anglicismes. Pas toujours évident quand on est dans le secteur, mais on peut tout traduire en français. Tu as parlé de 9000 fonds. Et ça, c'est un sujet, on reviendra aussi. Tous les fonds ne se valent pas. Je vais te poser une question qui est peut-être liée pour donner un peu plus de précision à l'audience. Private equity, capital investissement, il existe plusieurs stratégies. On entend plein de termes barbares, venture capital, LBO. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les différentes phases d'intervention du private equity ? Je disais tout à l'heure, ça dépend de la maturité de la société. Donc en théorie, quand on finance une jeune pousse, les montants sont modestes. La boîte est moins formalisée, on back une idée, peut-être même on soutient un fondateur qu'on va aider à se constituer en société plus mûre. Et puis à fur et à mesure que la société, si elle réussit, se développe, on passe. Donc ça s'appelle le seed stage. Désolé, mais les anglicismes ont pris le dessus dans ce vocabulaire-là. L'amorçage, merci. Et ensuite, on passe à différents stades de ce qu'on appelle les séries A, B, C, qui en théorie font que la boîte est de plus en plus importante en taille et donc en valorisation, jusqu'à ce qu'on arrive au stade
stade de capital croissance, capital développement, et c'est le cœur dont on parlait tout à l'heure, toutes ces PME qui sont à ce stade-là. Donc en théorie, à ce moment-là, la société a des revenus, est probablement plus ou moins rentable, et là, elle va avoir un sujet peut-être plus d'internationalisation, de professionnalisation de ces systèmes de suivi, et c'est là qu'on arrive, si tout se passe bien, au stade de LBO. Alors il y a des LBO pour des sociétés plus ou moins petites, mais là le LBO permet en fait à la société de se financer aussi par le moyen de la dette. Alors la dette, c'est pas mauvais en soi, mais il y a des entrepreneurs qui n'aiment pas s'endetter. On a beaucoup ce cas en Allemagne dans ce qu'on appelle le Mittelstand, mais théoriquement quand on s'endette un petit peu, ça permet de moins se diluer quand on est un entrepreneur qui veut rester maître chez soi. Et puis aussi, il y a des effets de levier, c'est pour ça que ça s'appelle LBO, leverage, c'est pour le levier, qui permet en fait de faire des économies d'impôts et de augmenter le rendement qui va avec. Mais aujourd'hui, et la crise de 2008 est passée par le private equity, on reste dans des multiples de leviers très raisonnables, et je crois que l'industrie s'est énormément professionnalisée, a appris de cette crise de 2008, et ce qui fait que la croissance a énormément accéléré depuis. Après, il y a d'autres ramifications. On peut parler de boîtes qui doivent passer par une restructuration. On peut parler de plein de différentes phases. Mais en général, les segments du private equity s'inscrivent dans le cycle de vie d'une entreprise. Donc de la plus petite à la plus grosse, jusqu'à ce qu'elle arrive éventuellement en bourse. Mais on voit de plus en plus aujourd'hui des boîtes qui font le choix de jamais y aller. Cela dit, quand on parle de nos startups, en ce moment en tout cas, c'est la voie royale de sortie et de création de valeur. Et quand vous voyez ces jeunes entrepreneurs qui sonnent le gong à New York Stock Exchange, parce que c'est extrêmement prestigieux de dire qu'on crée une entreprise, qu'on arrive à emmener à la bourse, et c'est là qu'elle redevient à la portée de tout le monde. Mais on est là pour parler de comment on fait rentrer le plus grand nombre dans des sociétés non cotées aujourd'hui. Peut-être, je rebondis sur un point. Hein. Effectivement, une des spécificités de la classe d'actifs, c'est qu'on choisit le moment où on sort. Ça, c'est unique. C'est le gérant qui dit « je pense que c'est le moment opportun pour sortir et pour céder un actif ». Et ça le différencie énormément d'autres classes d'actifs comme les actions cotées, où on perd ce contrôle, le timing, le time to market. Bien sûr. Et juste, j'avais une question à te poser qui vient du déroulé que tu viens de faire. Toi, sur ton expérience d'investisseur, c'est quoi un peu la taille moyenne des boîtes que tu as accompagnées dans ta vie professionnelle, pour donner un peu de matière à tes propos? D'un point de vue parcours personnel, j'ai surtout travaillé avec des PME familiales, parce que j'ai toujours aimé travailler avec les capitaux familiaux qui eux-mêmes viennent backer ces sociétés. Aujourd'hui, la tech est incontournable. Donc depuis 4-5 ans, je dirais, on a fait beaucoup plus d'investissements aussi liés à la technologie, donc dans des boîtes plus jeunes, mais qui grossissent assez vite quand on a fait les bons choix. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, les sorties se font avec les IPO, mais pas seulement. Et je crois que la dimension long terme intervient là. On ne rentre pas dans le private equity pour faire un coup. Et je crois que c'est une grande différence avec la bourse, où on peut décider du jour au lendemain de vendre son action. Je dirais le private equity, c'est plus comme sa maison. Quand on a acheté une maison, on ne se demande pas tous les jours s'il faut la vendre. On la voit peut-être, ou disons qu'on va acheter un immeuble et qu'on va faire fructifier cet immeuble. On va peut-être faire des travaux de rénovation, on va l'améliorer. Et le private equity s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. C'est très important, parce que du coup, on n'aura pas la même mentalité qu'on a forcément dans la bourse. Et je crois que ça, c'est une très très grande différence. Et pourquoi on peut faire ça aussi, et c'est ce que moi j'aime beaucoup chez les gérants de private equity, c'est que typiquement dans un fonds donné, un gérant de private equity va avoir 10, au maximum 15 sociétés à un moment de la vie de son fonds. Alors que sur la bourse, typiquement les gérants, ils ont 30, 40, 50 positions, et c'est cet accent mis sur l'activité opérationnelle et l'intervention quasi quotidienne du gérant de private equity qui explique, je crois, les performances qu'on voit aujourd'hui. Et ça, on n'en parle pas souvent assez, mais le quotidien d'un gérant, c'est pas d'aller se mêler de la vie de l'entrepreneur qu'il a baqué tous les jours, mais c'est de le suivre de très près et d'être vraiment lui prêter main forte. J'espère qu'on commence à sentir un peu les nuances du capital investissement par rapport aux autres classes d'actifs. Comme tu dis, c'est pas une classe d'actifs pour boursicoter, c'est ce qu'on appelle du capital patient. D'ailleurs, de tête, la période de détention pour le LBO, c'est plutôt 6-7 ans si tu auras le LBO au niveau mondial.
Et peut-être si on rentre un peu plus dans les détails, et je me permets de partager le slide suivant à l'audience, pour voir en France, dans la composition, on va dire, du patrimoine des Français, 2020 a été une année record en génération d'épargne, Covid, donc au moins de consommation. Et du coup, les Français ont énormément épargné, 267 milliards. Et on voit en rouge, vous voyez le graphique à gauche, on voit que 3.7, c'est on va dire toutes les classes d'actifs un peu alternatives, dont le capital investissement. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal si on revient au rendement, et peut-être là il y a la question clé qu'on va aborder, l'accès. On voit que bon, c'est une classe d'actifs qui est plutôt présente de bonnes performances par rapport aux autres placements des Français, voire le placement favori qui est l'assurance vie. Donc voilà, il y a une question, quel est l'intérêt aujourd'hui, qu'est-ce qui explique l'intérêt pour la classe d'actifs? Comment ces investisseurs qui ne sont pas des grands fonds de pension institutionnels peuvent accéder? Et peut-être plusieurs questions dans une. Quels sont les bons réflexes avant de franchir le pas? Il faut se concentrer pour te suivre, Gorka, mais moi, ce qui me frappe dans ton slide, c'est quand même que la sous-représentation du capital investissement dans le portefeuille des Français, et c'est une statistique qui est cohérente avec le reste du monde. Je crois qu'on dit que dans la fortune mondiale, chez les personnes aisées, il y a moins de 5% de leur portefeuille qui se rapporte au capital investissement. Après, par rapport à ça, donc il y a un rattrapage à faire. Je crois que la question n'est plus de pourquoi on devrait aller dans le private equity, puisque les chiffres sont là pour en parler. On vient de démontrer avec des anecdotes aussi le fait que c'est des histoires liées à l'économie réelle, mais on est plus là pour parler du comment. Et c'est là que je dois saluer l'effort de la BPI d'essayer de démystifier la classe d'actifs et d'y faire accéder un plus grand nombre. Et c'est là aussi que le bas blesse, parce que moi, pour comprendre la classe d'actifs, je dirais que j'ai mis plusieurs années. Je l'ai pratiqué au quotidien en étant dans des fonds, en travaillant avec des familles, en travaillant avec des entrepreneurs. Je ne crois pas que ce soit une classe d'actifs qu'il faille aborder au pied levé. Et j'ai toujours trois verbes que j'utilise quand les familles avec qui je travaille me demandent comment y aller. Je dis d'abord il faut comprendre, ensuite il faut apprendre et enfin il faut prendre le temps. Donc il y a du prendre partout, mais c'est parce que ce qu'on est en train de faire c'est très important, donc éduquer, éduquer ça fait un peu prendre de haut, mais éduquer c'est se familiariser avec comment ça fonctionne, c'est très important. Donc parler à des entrepreneurs, à des gestionnaires qui sont dans cette classe d'actifs, parler à la BPI, je suis sûre que vous avez beaucoup de documentation, de séminaires, même ce jour Big est un peu pour ça il me semble. Ensuite apprendre, c'est se plonger dans des modèles existants d'investissement. Vous avez une association, l'équivalent de la LPEA qui s'appelle donc le France Invest, qui se donne beaucoup de mal aussi pour des formations en tout genre. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui veut investir en private equity doit passer par là, mais c'est très important. Et puis prendre le temps, parce que c'est un peu comme le bon vin. Je trouve qu'on n'est pas en sachant comment trouver le bon vin et l'apprécier, mais c'est avec le temps qu'on se familiarise avec la classe d'actifs, en regardant les histoires qui ont marché, en regardant les histoires qui n'ont pas marché. Et je crois que c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Quand on investit en bourse, on a plein d'indices. Et puis si on traque le marché, c'est comme on dit, c'est ce qu'il y a de moins cher, les ETF. Et à peu près, on a la performance d'un indice donné dont on se sert comme repère. On dit ça benchmark. Dans le private equity, déjà, ça n'existe pas vraiment. On a parlé de 9000 fonds. Dans les 9000 fonds, il y a plein de stratégies. On parle à l'échelle mondiale. Peut-être que vous, je sais qu'aujourd'hui, vous donnez accès surtout à des fonds français, européens. Mais il y a aussi d'autres géographies qui sont concernées. Et je dis là, la sélection des investissements qu'on va faire est très importante et ça ne s'improvise pas et il vaut mieux passer par un expert. Donc dans le cas échéant c'est la BPI, parce que quand on regarde les performances, et je suis sûre que tu as de meilleures statistiques que moi, mais dans les dernières que j'ai vues, la compression des performances dans les marchés cotés est très très importante. On parle entre le pire et le meilleur gestionnaire, on passe peut-être de moins 10 à plus 10. En private equity, si on choisit les mauvais ou les moins performants, et comparé à si on avait été bien conseillé pour arriver dans les meilleurs, on parle d'une performance qui peut aller de moins 30% à plus 50%. Je crois que ça, c'est des chiffres que je donne sur 5 ans. Donc, n'y allez pas trop vite. Voilà. Donc, comprendre, apprendre et puis prendre le temps en se faisant accompagner
par des professionnels, ça me semble très important. Et quand je dis comprendre, je voulais juste rajouter un petit mot. Les familles que nous on accompagne et les entrepreneurs disent toujours finalement moi j'aime bien faire ce que je comprends. Et je dis tout à fait, parce qu'il y a peut-être des stratégies très performantes mais qui correspondent pas nécessairement à notre ADN, à ce qui nous plaît. Et personnellement, quand j'investis, et j'ai beaucoup de mes avoirs qui sont modestes, investis en private equity, plus de la moitié de mes avoirs, je ne fais que des choses qui me plaisent avec des gens dont les valeurs sont alignées avec les miennes et dont j'ai l'impression de pouvoir comprendre ce qu'ils font et aussi appréhender le risque qui va avec. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie de parler du risque quand même. Je pense que ça a soulevé un point important, mais je reviens, et c'est un peu le cœur du réacteur, sur effectivement la sélection parmi tous ces fonds qui sont sur le marché, la connaissance, l'expertise pour pouvoir sélectionner ou proposer les bons performeurs. Tu as parlé de temps, comme le vin, qu'il faut laisser vieillir. Pourquoi le private equity, c'est aussi long ? Et là, on rentre vraiment dans la mécanique de la classe d'actifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quand on lance un fonds, comment ça se passe, cette période d'investissement, combien de temps on donne aux gérants pour qu'ils travaillent au niveau des sociétés sous-jacentes, combien de temps pour qu'ils puissent céder ces actifs, pourquoi ça prend autant de temps ? Moi, je dis toujours, un bon private equity, c'est comme un bon agriculteur. Le temps de semer n'est pas le temps de récolter. Il faut respecter certains timings, certains process. Donc si on prend la vie de la société, c'est n'importe quel entrepreneur, on n'a pas besoin de parler de private equity. Quand il se lance dans un projet, c'est pas pour réaliser sa plus-value au bout de 6 mois. Et même la boîte cotée en bourse passe par cette phase. Sauf que quand on est coté en bourse, il y a des impératifs de liquidité et de rendre compte trimestriellement et avec des volatilités qui s'inscrivent dans le quotidien. En private equity, quand on décide en tant que gestionnaire d'investir dans une entreprise, on regarde son business plan, on lui demande de rendre compte certes, mais peut-être tous les ans avec des périodes intérimaires de mise à jour. Et évidemment, il faut au moins 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds qui se lancent même dans des périodes de détention beaucoup plus longues. Donc on appelle ça quasiment du capital permanent parce que parfois les meilleurs rendements se trouvent après 10 ans. Et je crois que c'est là qu'on a les meilleures récoltes. Après chaque ensemencement ou chaque type de plante va avoir différents cycles. Mais je dirais minimum 3-4 ans. Et alors ça, c'était du point de vue de la société. Si on prend le point de vue du gestionnaire, tu me demandais comment il fait. Déjà, il faut qu'il lève l'argent. Donc il va souvent chercher l'argent auprès des fonds de pension, auprès de la BPI, qui vont lui demander de rendre compte sur la cohérence de sa stratégie. Et ça prend 1 an ou 2 quand il commence. On parle du premier fonds. Mais pour les fonds installés, ça prend quand même, je dirais, une petite année. Et le cycle, légalement parlant, du fonds va durer une dizaine d'années parce qu'entre le moment où il va sélectionner les entreprises qu'il va financer et le moment où il en sort, il va se passer encore un temps de latence. Donc je dirais 2, 3, 4 ans pour investir. Et pendant ce temps-là, donc, il se passe plein de choses, parce qu'on a entre la première boîte dans laquelle on a investi, la dernière, il va se passer ces 3-4 ans, puis encore 2-3 ans pour désinvestir. Et ce qui fait qu'en théorie, net, on a récupéré sa mise en tant qu'investisseur dans un fonds au bout de 6-7 ans. Et puis les dernières années, c'est pour vraiment élaguer ce qui reste. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce qu'on appelle les cash flow nets. Et quand on regarde les grands bailleurs de fonds dans le private equity, en fait depuis 10 ans jusqu'à l'année du Covid, leur cash flow net entre l'argent qu'ils ont dû mettre en jeu et l'argent qu'ils ont récupéré était toujours positif. Pourquoi ? Parce que les fonds étaient très bons à en fait générer des flux de rendement pour leurs investisseurs beaucoup plus rapidement. Donc il y a 2 étages, voire 3 parfois dans les fonds. L'étage du fonds et sa structure juridique, et c'est là encore une fois que l'accès est plus compliqué à comprendre, et puis l'étage en dessous donc de la fusée qui est la société même, et qui ont des cycles parallèles, mais qui demandent du temps. Mais franchement, je crois que monsieur tout le monde peut comprendre ça. On ne peut pas planter et récolter dans la foulée. Et c'est moi ce qui fait que personnellement, je n'ai jamais investi en bourse, qui est sûrement une erreur aujourd'hui quand on regarde même que les crypto-monnaies, que toutes les classes d'actifs s'enflamment. Mais j'aime l'idée de devoir patienter, de devoir œuvrer pour créer quelque chose de durable. Effectivement, juste peut-être pour récapituler, on va dire le standard d'un fonds, on est sur 10 ans, avec une période d'investissement où le gérant va déployer son capital entre 3-4 ans, et puis les
premières entreprises dans lesquelles il a investi ou elle a investi vont sortir au bout de voilà, on va récupérer la mise au bout de 6-7 ans. Alors il y a peut-être deux points, parce que tout n'est pas rose, hein. Il y a 2 points importants, hein. Comme tu disais, cette durée d'investissement qui est plus longue, donc il faut être conscient que son argent est parqué, un peu bloqué pendant toute cette durée légale. Et deuxièmement, peut-être un élément important qui est, on parle de prime de liquidité, c'est un peu aussi pour ça qu'on a des performances plus élevées. Liquidité très limitée, c'est-à-dire l'impossibilité éventuellement de sortir son argent pendant la période du fonds. Donc ça, c'est, on va dire, 2 conditions sine qua non qu'il faut accepter si on veut investir dans le private equity. Peut-être tu veux nuancer ou tu as un avis un peu différent, tu as le droit, hein. Mais de toute façon, si on rentre pour ressortir vite, il y aura une prime, il y aura une pénalité. Il y a un marché qu'on appelle secondaire. C'est comme quand on achète un immeuble en construction, on peut le revendre dès qu'on a fini de le construire. Mais c'est pas la même finalité, la même fonctionnalité. Si on fait de parallèle avec des mondes plus familiers, quand on achète une action, on attend un dividende qui vient tous les trimestres. Quand on achète une action, un appartement ou un immeuble, on attend un loyer. Donc ça, c'est des liquidités intérimaires. Dans le private equity, on peut l'avoir quand on investit dans la dette privée. On peut récupérer sa mise plus rapidement quand on fait des fonds secondaires, mais je crois qu'on ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un fonds secondaire, mais c'est en gros ce qui facilite une sortie plus rapide. Mais honnêtement, la raison d'être du private equity, c'est de ne pas faire ça, c'est de réaliser la plus-value complète sur un cycle complet de vie de la société. Et donc, on travaille plus sur la plus-value que sur un dividende ou une prime intérimaire de liquidité. Donc, en effet, c'est ce qu'on appelle la prime d'illiquidité, parce qu'on a laissé les gens faire leur travail jusqu'au bout. Alors de nos jours, ça peut aller très vite, hein. On voit plein de startups aujourd'hui qui, au bout de 2-3 ans, peuvent monétiser leur mise de fonds, tant mieux. Mais je crois qu'en termes de mentalité, si on aime des in and out rapides, il ne faut pas faire de private equity. Je pense que c'est important d'insister sur cette patience, et quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, on va dire, dans la classe d'actifs, de dire, voilà, quand on fait un pari de conviction, il faut donner le temps à la personne à laquelle on a confié l'argent pour créer de la valeur. Petite parenthèse sur le secondaire, très simple, c'est le private equity de l'occasion, on va dire. Donc voilà, ça permet aussi, on va dire, de renvoyer l'argent plus vite, qui peut être intéressant dans certains cas de figure. Mais effectivement, il faudrait qu'on organise une deuxième masterclass, peut-être l'année prochaine à Big, pour aller à un niveau de technicité un peu plus poussé. Si on va sur le futur, l'évolution du capital investissement, peut-être alors repartager 2 slides avec l'audience. Vous pouvez commencer à poser vos questions par ailleurs, parce que je ne sais pas s'il y en a. Je regarde Pauline qui est en backstage. Comme ça, on commence à anticiper vos questions. Alors, les régulateurs. Les régulateurs ont clairement évolué dans leur mentalité, dans leur perception du capital investissement, avec des initiatives pour faciliter l'accès à des clients, à des investisseurs non professionnels. J'aime bien l'exemple en Europe, le LTIF, qui est un label européen, le Fonds européen d'investissement de long terme, qui permet pour des investisseurs non professionnels, à partir d'un ticket de 10 000 euros, d'investir dans des fonds de private equity. Bon, on ne va pas se cacher, ça n'a pas eu un énorme succès. Aujourd'hui, on compte une trentaine de fonds, 2 milliards. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Commission réfléchit à une version 2 du LTIF, notamment où on pourrait faire du fonds de fonds, parce que le fonds veut dire oui, il y a deux couches de frais, là, ça c'est l'inconvénient, mais il y a une grande diversification qui permet de mitiger le risque de marché. Donc ça, c'est en Europe. Qu'est-ce que nous avons outre-Atlantique? Le régulateur, la SEC aussi, a réfléchi à dire voilà, c'est vertueux. N'oublions pas qu'aux États-Unis, on a un système de retraite par capitalisation, et au-delà des fonds de pension, de pouvoir offrir l'accès aux particuliers au capital investissement. Certes, on est sur ce qu'ils appellent du accredited investor, donc c'est un peu l'averti en France, mais de leur donner un accès direct. Donc on voit bien que les régulateurs ont mûri sur la classe d'actifs et commencent à proposer, on va dire, des alternatives pour que les particuliers puissent investir. Je peux juste dire un mot là-dessus? Bien sûr. Le temps que tu passes à l'autre slide, en fait, aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe,
monsieur et madame tout le monde sont déjà investis dans le private equity indirectement à travers leur retraite. Et ça, c'est un point qu'on oublie. Et ces fonds de pension sont en train de augmenter leur proportion d'investissement dans le private equity à cause de la volatilité plus basse, les performances plus élevées que dans d'autres classes d'actifs, notamment les marchés boursiers. Et si vous me donnez un peu de mal à googler les grands fonds de pension américains ou ce qu'on appelle encore les endowments, les fonds liés aux universités, vous verrez que les performances du PE ont plus que payé. Donc les personnes qui sont derrière ces fonds de pension, donc l'épargne de monsieur et madame tout le monde, est en fait investie dans le private equity. Et je suis pour que les régulateurs protègent les plus vulnérables. Et moi, je vais parler au contraire. Nous, bien sûr, qu'on est dans une approche pédagogique et de protection de l'investisseur final. La deuxième tendance un peu de marché qui est intéressante à noter, c'est que le numérique prend le dessus souvent de la régulation. Le numérique anticipe les tendances. Et aujourd'hui, on a plusieurs plateformes en ligne d'accès direct à du capital d'investissement. Je ne vais pas trop citer la nôtre, donc BPI France Entreprise 1. Je te laisse la parole parce que... Donc c'est un premier fonds lancé en octobre 2020 à destination des particuliers, des non-professionnels résidents français. Et puis il y a la plateforme Moonfair que tu connais bien, qui atteint 1 milliard et qui est également disponible dans plusieurs pays européens pour que les particuliers puissent investir. Un ticket plus élevé, 50 000, on est sur le Qualified Investor, l'investisseur qualifié. Et puis on a aux États-Unis, depuis 2013, iCapital, qui est du B2B, est une plateforme plus pour des pros, mais également ouverte aux investisseurs qualifiés avertis à partir d'un certain montant. Donc on voit bien, comme dans d'autres secteurs, que le digital prend le dessus et que effectivement il y a des passerelles qui commencent à se créer avec cette classe d'investissement. Tu dis ça prend le dessus, mais ces plateformes, elles sont toutes régulées, hein. Donc, par exemple, si je prends le cas de Moonfair que je connais le mieux, ils ont une licence, ils sont régulés dans chaque pays où ils sont présents. Ils ont une licence en fait plutôt de broker, donc c'est l'investisseur final quand même qui décide ou pas d'y aller. Eux, ce qu'ils font, c'est justement ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est la sélection, mettre en avant ceux qu'ils pensent être les meilleurs fonds et ensuite proposer ça selon le profil de leur investisseur. Je crois qu'ils ont proposé en 2-3 ans une quarantaine de fonds sur des stratégies plus ou moins différentes, mais plutôt justement des boîtes quand même mûres, et puis dans le venture des boîtes un peu plus développées. Et ce qui me frappe dans leur approche, c'est que si je me souviens bien, ils ont mis 2 ans pour arriver à 500 millions d'encours et 6 mois pour arriver à 1 milliard. Ça prouve l'engouement de l'investisseur lambda pour le private equity, avec cette nuance que dans leur cas, la mise minimum est de 50 000 et que c'est réservé à un public averti d'investisseurs. Je ne sais pas, tu es plus qualifié que moi pour entrer dans les nuances de qui a le droit d'y aller par rapport à ce que tu as vu faire aux États-Unis. Mais en Europe, aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde ne peut pas aller dans le private equity. Et c'est là que votre fonds trouve toute sa vocation. Moi, j'ai trouvé ça génial quand tu m'as dit que vous alliez... lancer un fonds avec des mises minimum de 5 000 €. Au début, j'étais surprise. Et puis finalement, en lisant la documentation que j'ai pu trouver, etc., je trouve que c'est très sain. Surtout que vous êtes là un peu comme le garant ou le garde-fou pour faire la sélection. Un peu comme le ferait Moonfair. Il y a d'autres plateformes, hein, je crois aussi en Asie. Il y a de plus en plus... mais ils s'inscrivent tous quand même dans un cadre réglementaire très strict, hein. Et d'ailleurs, je crois que Moonfair, il y a quelques jours, a annoncé le lancement d'une plateforme secondaire pour pouvoir permettre à ceux qui se sont engagés sur des fonds de céder leur participation plus vite que les fameux 6 ans. Bon, pourquoi est-ce qu'on le ferait ? Soit parce qu'on a trouvé un truc mieux, soit parce que tout à coup on a besoin d'argent, mais ça ne devrait pas être le réflexe numéro 1. Je ne sais pas ce que tu en penses et ce qu'il y a dans votre fonds, mais voilà. Alors c'est clair qu'il y a plusieurs stratégies. Nous c'est à partir de 5 000 €, certes, mais comme tu disais, la régulation s'applique. Bien sûr qu'il faut avoir la connaissance et l'expérience pour pouvoir investir. Peut-être une première question qui est liée à tout ça. Quels sont les segments ou stratégies du capital investissement les plus performantes dans la période actuelle, en particulier pour commencer à s'exposer, c'est intéressant, à construire son portefeuille de capital investissement comme toi tu l'as fait depuis 20 ans. Question vaste parce qu'il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs, mais est-ce que toi tu as un ressenti ? Je ne sais
la personne qui pose la question nous en dise un peu plus sur son profil. Est-ce qu'elle a beaucoup d'argent? Est-ce qu'elle est sophistiquée dans tout ce qui concerne les transactions financières? Mais quand on dit performant, on n'a peut-être pas parlé de ça, mais toi tu connais ça très bien de par ton métier. On parle d'une performance ajustée au risque. Donc en anglais on dit risk adjusted return. Donc plus vous allez prendre de risques et plus vous allez vous attendre à un rendement élevé. Mais moi j'aime bien regarder les stratégies sur une base de ajustement au type de risque qu'on a pris. Et en fait, les stratégies secondaires performent pas mal. Les stratégies liées à la croissance. Et puis, tout dépend aussi de la période d'investissement qu'on regarde, si c'est sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Mais je suis sûre que tu as plus de statistiques que moi là-dessus. Et après, comme tu disais, c'est selon l'appétit au risque de l'investisseur, selon son âge, selon ce qu'il comprend. Il n'y a pas de réponse standard, désolé de vous décevoir, mais si vous nous appelez, on pourra en discuter plus en avant. Et le plus important, en tout cas dans mon cas, c'est que l'investisseur investisse avec sa propre conviction. On n'est pas là pour remplacer sa prise de décision, hein. Enfin, moi, je ne me permettrai jamais ça. Dans le cas de la BPI, vous proposez ça à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui ne connaît pas forcément bien la finance, mais qui, grâce à votre approche diversifiée et on va dire préqualifiée, peut se dire qu'il a une bonne chance de faire un rendement décent. Et aujourd'hui, avec des taux d'intérêt à 0 voire négatifs, on est content avec 5-6% par an. Merci Raja. Effectivement, le BPI France Entreprise 1, c'est un fonds secondaire très diversifié avec 145 sous-jacents. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est mitiger le risque de marché et comme tu disais, d'avoir un bon ratio risque-rendement. Voilà. Peut-être, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, effectivement. Alors, le capital investissement proposé par BPI permet-il aux souscripteurs une défiscalisation? Dans l'affirmatif, selon quelle modalité? Alors la fiscalité, c'est un vaste domaine, mais pour faire très bref, le fonds n'est plus disponible, il est fermé, donc il a été commercialisé de début octobre 2020 à fin juin 2021. Il a été complètement souscrit et il y a toujours 2 types de parts, une part capitalisante et une part distribuante. Normalement, la part capitalisante dans laquelle on garde les revenus pendant 5 ans permet d'avoir, on appelle ça un traitement fiscal de faveur. Et par ailleurs, ce qui est bien, c'est que le fonds était disponible dans plusieurs enveloppes. En France, l'assurance vie, qui est un peu l'investissement favori des Français, une unité de compte. Et dans le cas du contrat assurance vie, c'est double bénéfice parce que c'est une part distribuante. Donc on reçoit l'argent, mais il reste au sein de la police d'assurance. Donc on ne fait pas tourner le compteur des plus-values fiscales. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais il faudrait une masterclass pour parler de fiscalité, surtout qu'elle évolue pas mal en France. Une deuxième question. Bonjour, merci, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Quel est le rôle de ma banque ou de mon conseiller financier dans tout cela? Tu as beaucoup parlé effectivement d'accompagnement. Toi aujourd'hui, tu es conseillère, on va dire, d'une typologie d'investisseurs. Comment tu vois ton rôle? Moi déjà j'essaie d'investir avec mes investisseurs parce qu'il y a une partie du succès du private equity dont on n'a pas parlé nommément, mais c'est l'alignement des intérêts. En fait, le gestionnaire du fonds de private equity ne gagne de l'argent que si la boîte en a gagné aussi. Et c'est comme ça que sa plus-value est partagée avec celle de l'investisseur, ou plutôt l'investisseur partage sa plus-value avec le gestionnaire. Ça c'est très important parce que ça permet à chacun de se sentir dans le même bateau. Donc moi mon rôle je le vois comme ça, comme étant du côté de mon investisseur, et il faut que tout le monde pense comme ça. Dans les banques c'est plus subtil que ça je dirais, mais déjà si vous êtes dans une banque privée, elle a sûrement accès à des opportunités d'investissement de fonds divers et variés. J'espère que les fonds de la BPI et d'autres seront disponibles dans vos banques parce que c'est intéressant comme démarche. Mais il y a aussi le fait que si vous avez un conseiller financier, il faut voir s'il a déjà fait du private equity. Moi j'aime bien travailler avec des gens qui ont déjà fait le métier en tant que tel et pas juste lu des brochures. Donc ça semble un peu dur, mais franchement ça fait une grande différence. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils en font? Est-ce que regardez bien, comparez comment eux gagnent leur vie en vous proposant leurs produits, parce que si c'est indépendant de la performance derrière, je trouve pas ça génial. Là je parle en mon nom propre évidemment. Et enfin de regarder autour de vous vos amis qui ont fait du private equity en direct ou en indirect, c'est-à-dire dans des fonds ou directement dans des entreprises. Beaucoup d'entre nous ont fait du business angel aussi. Ça c'est une forme de private equity, mais on va dire la forme la plus démocratique.
Mais à part ça, il y a de plus en plus aujourd'hui de plateformes qui font du sourcing ou de l'origination d'opportunités d'investissement en private equity. Et regardez toujours le parcours des personnes qui vous le proposent, parce que ça en dira long sur la qualité de la proposition. Merci pour les conseils. Bon, il nous reste 5 minutes, donc j'ai envie de dire, ne soyez pas timide. Vous avez une experte du capital investissement, profitez-en. C'est big, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Tu as parlé de quelque chose qui est très important et qui est une caractéristique de la classe d'actifs, c'est l'alignement d'intérêts. Et c'est une des seules classes d'actifs où on voit, où on met ses billes dans la balance. On dit, bah voilà, on gère, mais en même temps, on met également une partie de l'engagement. Et c'est vrai, c'est quelque chose que nous, on regarde de très près, que cet engagement soit significatif pour qu'il y ait vraiment un alignement d'intérêt entre les investisseurs, quand on dit les LP, et les gérants, les GP. La transparence. Je crois que donc on n'a pas parlé de c'est quoi le risque dans le private equity. Mais la transparence, c'est d'expliquer d'où pourrait venir le risque. Par exemple, je ne ferai jamais d'investissement où je ne comprends pas d'où pourrait venir le risque. Il y a toujours du risque. Et par exemple, encore une conviction personnelle, c'est peut-être aussi mon âge avancé, mais je n'ai jamais investi dans les crypto-monnaies parce que je ne sais pas d'où pourrait venir le risque. C'est totalement non régulé. Il y a des fondamentaux qui m'échappent, et comme j'ai une mentalité de quelqu'un qui vient du monde de la PME tangible et dure comme de la brique, j'aime bien l'idée de comprendre où est-ce et pourquoi je pourrais perdre mon argent, comme je sais où est-ce que je pourrais le gagner. Et je crois que c'est important quand vous proposez des fonds comme ça, d'expliquer où est le risque de la performance, qu'on est peut-être investi indirectement dans 1500 sociétés et qu'il y a une partie d'entre elles qui pourrait faire faillite, une partie d'entre elles qui pourrait performer moins bien que prévu. Et je crois que c'est une forme de candeur, finalement, de franchise. C'est très important dans nos métiers, et les meilleurs de ces gérants savent l'expliquer à leurs investisseurs, il me semble, tout comme ils savent exactement comment ils vont créer de la valeur. Bon, c'est bien, parce que je crois qu'il y a des ateliers sur la crypto-monnaie. On va peut-être te parachuter pour que tu puisses donner ton point de vue. mais oui, effectivement, donc tu as parlé de transparence, et tu citais ça au début sur un fonds action coté, il y a entre 100 et 200 lignes. Donc effectivement, quand on regarde les rapports de gestion, souvent on partage les 20 premières positions. Dans le capital investissement, la magie, c'est que quand on est investisseur, ce rapport de gestion vous communique l'intégralité des informations du portefeuille. Vous savez exactement dans quoi vous êtes investi à chaque moment. Donc il faut être investisseur, c'est la différence, parce que comme tu dis, dans private equity, il y a privé. Donc si on n'est pas investisseur, on n'a pas accès à ces informations-là. Mais c'est quand même cette transparence, on va dire, quand on est investisseur, c'est quand même aussi quelque chose de majeur par rapport au fonds d'action cotée ou autre. Et après, on passera à la conclusion, parce qu'il nous reste 2 minutes. Ok. Tu veux qu'on conclue ou... Je peux répondre et après on fait une conclusion rapide. Ah, quelle question, pardon? Non, j'ai juste dit parler de transparence. Ah oui, non, mais écoute, c'est comme tout dans la vie. Je trouve qu'on est dans cette heure du sustainability, de la RSE. Profitons-en. Elle doit aussi s'exprimer dans notre façon de réfléchir, d'investir, de conseiller. Plus on est franc et complet dans la description de ce qu'on fait, des risques qui vont avec, et mieux on s'en sortira, parce que le private equity, je crois que ça fait partie pour moi de la conclusion, c'est un métier d'homme, c'est la finance la plus humaine qui soit, parce que vous pouvez aller visiter les entreprises dans lesquelles vous investissez, vous pouvez rencontrer les équipes qui gèrent vos positions, c'est très tangible, c'est pas derrière un écran que ça se joue. Et ça fait partie aussi de la beauté du métier, et on peut vraiment s'identifier aux histoires qui sont liées au private equity. Donc ne restez pas que sur les slides et les présentations qu'on vous envoie. Et ce métier d'homme et de femme, moi c'est en tout cas ce qui me fascine avec des entrepreneurs souvent qui jouent leur maison, leur carrière, leur vie pour construire des entreprises et les développer à la sueur de leur front. Et c'est là que nous on trouve toute notre vocation en tant que gestionnaire. Je rappellerai, parce qu'on est très, on va dire, preneur de la mixité hommes et femmes, donc métier d'hommes et femmes. Moi, je conclurai en disant,
on a vu la surperformance du private equity, du capital investissement, avec on va dire une volatilité moindre que les actions cotées, compte tenu qu'il y a des valorisations plutôt trimestrielles également. Qu'il serait sain de partager d'une certaine façon cette richesse créée avec un plus grand nombre de personnes. Après, il y a un débat de dire où est-ce qu'on met le curseur averti, particulier, non professionnel, et c'est un grand débat de place. Cependant, je rappelle, parce que je suis banquier, et c'est vrai qu'il faut avoir en tête ces deux conditions. Si on veut accéder à la classe d'actifs, c'est une durée d'investissement plus longue. On parle plutôt d'une durée légale de 10 ans et d'une liquidité limitée pendant cette durée d'investissement où on met son argent de côté et en cas de coup dur dans la vie, on ne peut pas le retirer. Bon, je pense qu'on a été coupé, je ne sais pas, mais bon, en cas, je remercie Raja, Pauline qui est en backstage, qui nous a aidé à préparer cette séance. Et à toutes les personnes connectées, merci pour vos questions et votre présence. À bientôt.